Une question de Bousselam. Que pensez-vous de la crise diplomatique entre la France et l'Algérie et l'ingratitude de l'Afrique à l'égard de Macron? Je précise que c'est une question du chat. Alors ça, c'est un sujet, c'est deux sujets. Ce sont deux sujets qui sont graves, l'un comme l'autre. Je vais commencer par traiter le second. Le second, c'est que Emmanuel Macron a fait ses déclarations devant les ambassadeurs de France, où la presse française a retenu une partie de son discours, un discours de dingue, un discours de dément. Le discours de Macron devant les ambassadeurs de France, c'est une énième raison pour laquelle les parlementaires français devraient de toute urgence lancer la procédure de destitution et la voter. Parce que là, on a affaire à un malade mental. Vraiment, je ne plaisante pas. D'ailleurs, tous les gens qui travaillent auprès de lui le savent, le disent même maintenant. Devant les ambassadeurs de France, Macron a commencé à dire que voilà, la France était présente en Afrique au Sahel, et puis il a dit on a oublié de nous dire merci. Alors déjà, bon, c'est un ton polémique, c'est pas du tout le ton d'un chef d'État. Il croit quoi, Macron? Il croit qu'en insultant les gens, ça va le faire aimer, mais il est dingue. Il a réussi à se mettre à dos 85%, pour pas dire 90% des Français, à force d'insulter tout le monde. C'est quand même ce type qui a dit qu'il voulait emmerder les Français, ce type qui a dit que dans le Nord, les gens, je sais pas quoi, ils picolaient, de se dire que il suffisait de traverser la rue pour avoir un emploi. Enfin, il n'est que mépris, en fait, ce personnage. C'est un sinistre personnage qui ne fait que mépriser, en fait, les gens. Je parle même pas quand il s'était moqué des migrants qui mouraient dans le canal de Mozambique pour rejoindre Mayotte en disant oui, on pêche beaucoup de Comoriens. Enfin, c'est abject. Quand il s'était moqué du président du Burkina, Roch Kaboré, en disant que il est allé réparer la clim. Enfin, ce personnage est vraiment, c'est le sale type quoi, qu'on veut pas dans une soirée. Voilà, c'est vraiment, on n'en veut pas de ce personnage. Bon, alors devant les ambassadeurs de France, il avait sorti ça avait déjà fait scandale. Mais il y a un mais. C'est que, comme tout le monde, moi je vais pas prêter énormément d'attention, mais il y avait une partie de ce qu'il a dit qui avait échappé, que les médias français, probablement horriblement gênés, n'avaient pas trop osé répercuter, c'était la suite. Et il avait dit « L'ingratitude, virgule, j'en sais quelque chose, n'est pas transmissible à l'homme. » Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il a dit? Macron, président de la République française, est un imposteur en fait. Il a osé dire que la France a envoyé des troupes au Sahel, etc. On a oublié de nous dire merci. L'ingratitude, j'en sais quelque chose, n'est pas transmissible à l'homme. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Africains ne sont pas des hommes, en fait. En tout cas, c'est comme ça que ça a été perçu. Et c'est la raison pour laquelle le président Ibrahim Traoré, le président de transition du Burkina Faso, a fait des déclarations il y a quelques jours, allant après les protestations du Tchad et du Sénégal, etc. Il a fait une déclaration pour s'indigner du fait que Macron avait insulté tous les Africains en disant que Macron considère que nous ne sommes pas des êtres humains. Ben, normalement, ça tombe sous le coup de la loi. Hein. Normalement, le propos de Macron est un propos objectivement raciste qui tombe sous le coup de la loi. Bon, là, évidemment, il a son immunité en tant que président de la République, mais c'est un énorme scandale. Et vous noterez bien à quel point les médias français ont été très, 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 très gênés, et on peut passer ça sous la table. Voilà. Cette affaire est absolument scandaleuse. Je voudrais dire ici, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français ou d'étrangers qui nous regardent, y compris d'ailleurs au Maghreb ou en Afrique, je voudrais leur transmettre le fait que Macron ne représente pas le peuple français quand il dit ça. Ils le savent d'ailleurs. Voilà. Ils savent que c'est absolument indigne de la part d'un chef d'État français, et d'ailleurs de la part de n'importe qui, de tenir des propos qui sont... alors certains diront c'est un lapsus, c'est comme Madame Schiappa, c'est tous des lapsus, y a pas de... Non, c'est pas un lapsus, c'est un scandale. Voilà ce que je pense de cette affaire. J'espère simplement, je forme le vœu que nous ayons des partenaires dans les pays d'Afrique qui sachent faire la part des choses
Et je crois d'ailleurs que c'est ce qu'a dit le président Traoré du Burkina, en disant que voilà, il faisait la différence entre Macron et le peuple français. Voilà. C'est-à-dire que là, il y a quand même des propos absolument honteux qui ont été tenus. Maintenant, le premier sujet sur la question algérienne, c'est un sujet qui est alors vraiment très compliqué. J'ai pas énormément de temps, j'aurais préféré avoir plus de temps. Il faudrait peut-être que je fasse une vidéo consacrée spécialement à la question des rapports franco-algériens. Vous me connaissez. S'il y a des gens qui viennent m'écouter, de plus en plus nombreux dans ce direct, c'est parce qu'ils savent que je dis ce que je pense être la réalité. Je dis ce que je pense être la vérité. Je ne me laisse jamais intimider par des manœuvres, la pensée unique, etc., etc. Et donc je dis ce que je pense être vrai. Il y a une chose qu'il faut comprendre fondamentalement dans les relations franco-algériennes, c'est que ce ne sont pas uniquement des relations franco-algériennes. C'est qu'il y a d'autres intervenants dans ce couple. Il y a du monde dans la chambre à coucher. Et il y a qui ? Il y a des forces extérieures, notamment les États-Unis d'Amérique et la Russie, l'Union soviétique. C'était le cas au moment de la guerre d'Algérie. La France n'était pas seule face au FLN. Derrière le FLN, il y avait des soutiens venant de l'étranger. Donc déjà, il y a d'autres parties prenantes. Mais il n'y a pas que les États-Unis et la Russie. Vous avez également un autre intervenant frontalier qui est le Maroc. Et vous avez un autre intervenant qui n'est pas frontalier mais qui compte pour beaucoup, qui est l'État d'Israël. Il faut que les Français sachent, ce qui n'est pas évident parce qu'on ne nous explique jamais ça, notamment les jeunes générations. Mais beaucoup de jeunes franco-algériens le savent, ce que je vais dire là. C'est qu'il y a eu, dans la colonisation française, qui a commencé en 1830, avec le coup de chasse-mouche du Dey d'Alger contre l'envoyé de Charles X, qui avait débarqué à Sidi Ferruche. Ça, c'est toute l'histoire du début de la colonisation. La France étant intervenue à l'époque pour toute une série de raisons, c'était un exutoire, c'était une gloire facile. Il y avait beaucoup moins d'habitants à l'époque dans les trois pays qui sont aujourd'hui des pays du Maghreb, qu'on appelait d'ailleurs les côtes barbaresques. Il devait y avoir à tout casser 10 millions d'habitants, alors que maintenant il doit y avoir 120 millions d'habitants. Donc 10 millions d'habitants sur ce qui est aujourd'hui Maroc, Algérie, Tunisie, alors qu'en France il y avait 38 millions d'habitants. Vous voyez déjà la répartition des trucs. Il y avait aussi une longue tradition de ce qu'on appelait les côtes barbaresques, parce qu'il y avait énormément de personnes qui étaient... le trafic en Méditerranée occidentale était souvent perturbé par justement des raids contre des navires de commerce avec des Français ou des pas Français qui étaient embarqués, qui étaient enlevés en otage. Et on a des quantités d'ouvrages, de missions qui avaient été envoyées du temps de Louis XIV, etc., pour récupérer les otages qui avaient été pris sur les côtes barbaresques. Donc il y avait une tension quand même qui existait dans toutes ces affaires, et c'est la France qui est intervenue. Et puis donc, je vais passer sur la colonisation, les œuvres de pacification, tout ça, l'action de grande gloire du XIXe siècle qui sont devenues au XXIe siècle très difficiles à assumer, comme le général Bugeaud, par exemple, toutes ces actions-là qui se sont traduites en définitive par des actes de colonisation criminels, c'est tout à fait exact. Et puis petit à petit, quand même, une pacification. Et puis ce qui est non moins exact, c'est que la France a quand même apporté, a dépensé des centaines de millions de francs pendant des décennies entières pour faire de cette colonie d'Algérie quelque chose qui progressivement serait construit des routes, des hôpitaux, des écoles. C'est vrai, il ne faut pas dire le contraire. C'est exact, c'est un fait exact. Mais il y a quelque chose qui s'est passé qui n'est jamais appris dans les écoles en France et qui a beaucoup marqué la mentalité des Algériens, notamment des Franco-Algériens de notre époque. Ça s'est passé en octobre 1870. Ça a été alors que Napoléon III venait d'affronter le désastre de Sedan.
Il avait été fait prisonnier. C'est la fin, en début septembre 1870. C'est la fin du Second Empire. C'est la proclamation de la République le 4 septembre 1870. C'est pour ça qu'il y a à Paris une rue du 4 septembre. Au mois d'octobre, alors que la France était encore en conflit, je crois qu'à l'époque, il y avait toujours des troupes qui se battaient sur le territoire de Belfort, avec d'Enfer Rochereau, qui était le capitaine ou le colonel qui dirigeait la place forte de Belfort, qui ne s'est jamais rendu. C'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'il y a eu un accord avec la Prusse, la Prusse a mis la main sur les départements d'Alsace et de Moselle, mais a détaché de ce qu'on appelle le Haut-Rhin le territoire de Belfort et que c'est resté un département spécifique. On était donc en conflit. Enfin, en janvier 1871, il y a eu la proclamation du Reich, du Deuxième Reich allemand par Bismarck et Guillaume II dans la Galerie des Glaces à Versailles pour bien humilier les Français. C'est dans cette période, pour le moins extrêmement troublée, qu'en octobre 1870, il y a eu un ministre qui s'appelait Crémieux, qui a pris les fameux décrets Crémieux. Alors je dis les fameux, les Français ne savent pas ce que c'est, les Français de France. Mais, sauf les gens érudits, les gens qui connaissent bien l'histoire, mais je peux vous dire que pour beaucoup d'Algériens, c'est fondamental. C'est quoi les décrets Crémieux ? Les décrets Crémieux, Adolphe Crémieux était juif, et c'était un ministre, et il a fait prendre un décret octroyant la nationalité française aux Israélites indigènes, c'est comme ça que c'est écrit dans le décret Crémieux, aux Israélites indigènes résidant en Algérie, qui étaient, je crois, 37 000. Introduisant ainsi une césure entre, d'une part, avant, il y avait les Français qui étaient des colons. Bon, ils étaient Français, mais France étaient des colons. Mais parmi les indigènes, il y avait des Juifs, mais il y avait beaucoup de musulmans, ce qui était la grande majorité. Et ce décret Crémieux a accordé la nationalité française aux Israélites indigènes, comme c'est marqué dans le décret Crémieux. Alors il y avait un autre décret qui précisait que les musulmans pouvaient éventuellement entamer un processus. Il fallait qu'ils aient l'accord de leur cadi. Leur cadi, c'est pas un cadi de supermarché, ça s'écrit pas pareil, c'est CADI, c'est un juge musulman. Par exemple, si vous allez à Mayotte, vous verrez qu'il y a des cadis qui exercent une espèce de justice traditionnelle chez les populations mahoraises. D'ailleurs, je crois que Bayrou, quand il est allé à Mayotte, il est allé rencontrer des cadis. Moi, quand j'étais allé à Mayotte, j'avais rencontré un des grands cadis qui était près de Dzaoudze. Ça, ce truc a créé une fracture chez les Algériens musulmans, dont en fait on ne s'est jamais remis. C'est-à-dire que les musulmans se sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Ils se sont dit, nous, on est considérés comme des citoyens de seconde zone. Par les Français qui ont privilégié les Israélites indigènes, les Juifs. Et donc, moi je dis la réalité, ça peut me plaire ou ne pas plaire, mais c'est la réalité. Il y a une tradition anti-juive en Algérie que l'on ne trouve pas au Maroc, par exemple. Ça n'a rien à voir. Et il faut savoir que de nos jours, l'Algérie est un pays où il n'y a pratiquement plus de juifs. Et l'Algérie est un pays, un des rares pays du monde, il y en a peut-être une dizaine, qui refuse de reconnaître l'État d'Israël. Même plus loin, c'est en 1988, à Alger, qu'a été proclamé l'État palestinien par la réunion du Congrès du Conseil national palestinien en exil qui s'est réuni à Alger. Il y a d'ailleurs eu une tentative de l'armée, de la force aérienne israélienne, d'aller bombarder Alger en 1988, mais ils ont fait demi-tour devant le fait que les Algériens menaçaient de répliquer. Alors, à partir du moment où je commence à donner ce début d'éclairage, que normalement les journalistes ou des responsables politiques devraient dire au peuple français, parce que moi je suis toujours animé, par la vérité, la réalité et la paix. Il faut bien comprendre
que nous avons des relations avec l'Algérie qui sont pas de même nature qu'avec le Maroc. Non seulement parce que le Maroc, comme la Tunisie, n'ont jamais été français. C'était des protectorats. Alors que l'Algérie, c'était la France. C'est-à-dire, il y avait des départements avec des préfectures qui avaient été constituées. C'était la France, mais la France où il y avait des citoyens de seconde zone qui étaient les Arabes musulmans. Évidemment, à notre époque, ça vient... c'est le fond général de toute cette affaire. On a beaucoup de Français, de responsables français politiques, d'ailleurs, juifs, originaires d'Algérie, qui vouent une haine tenace, en fait, à l'Algérie. Et c'est d'ailleurs réciproque. Je pense à Jacques Attali, je pense à Éric Zemmour, je pense à toute une série de Bernard-Henri Lévy, etc. Ce sont des gens qui sont des représentants de la communauté juive, mais qui vraiment vouent une haine à l'Algérie et réciproquement. Et ceci vient polluer les relations franco-algériennes, qui sont donc beaucoup plus compliquées que ce que l'on veut bien nous dire, d'autant plus que le Maroc, où il y a une forte communauté juive d'ailleurs. Et le Maroc, c'est au Maroc, il y a... Lorsque Macron s'est rendu au Maroc récemment, il y est allé avec des représentants. Il était avec Dominique Strauss-Kahn, avec Jack Lang, etc., etc. Et donc, le Maroc est un pays qui a reconnu l'État d'Israël sous la première présidence Trump, et qui s'est énormément rapproché des États-Unis, au point que le Maroc achète des F-16 aux États-Unis. Quand vous achetez des F-16, ça veut dire que tout le reste va avec. Donc en fait, le Maroc est un pays où l'influence de la France a décru, et l'influence des États-Unis a énormément augmenté. Mais les États-Unis et Donald Trump ont fait un geste diplomatique fondamental qui a été de reconnaître la marocanité du Sahara espagnol. Vous savez que le Sahara espagnol, c'est ce territoire qui est au sud du Maroc, le long de l'océan Atlantique, et qui était une colonie espagnole, ça s'appelait Sidi Ifni, c'était une colonie espagnole très peu peuplée, avec le peuple sahraoui, comme on dit, de Sahariens. Et vous savez que lorsque l'Espagne a donné son indépendance, ça s'est très mal passé. Vous avez le peuple sahraoui qui voudrait avoir son État indépendant. Vous avez les Algériens qui voudraient au minimum qu'il y ait un État indépendant, voire même que l'Algérie mette la main sur le Sahara espagnol, ce qui lui permettrait d'avoir un débouché sur l'océan Atlantique. Ça ferait au passage d'encercler le Maroc. Ça voudrait dire que l'Algérie serait à la fois sur la Méditerranée et sur le Maroc. Et vous avez le Maroc qui, par ailleurs, considère que c'est le prolongement naturel du Maroc et que ceci revient au Maroc, d'où la marche qui avait été lancée par Hassan II, le monarque précédent, avant l'actuel Mohamed VI, c'était son père, qui a lancé une marche pour aller conquérir pacifiquement, en gros, le Sahara espagnol et l'intégrer au royaume chérifien, au royaume du Maroc. Voilà. Ce que l'Algérie n'a jamais accepté. Et actuellement, devant les instances internationales, il y a la communauté internationale, la vraie, je ne parle pas des États-Unis avec leurs vassaux, je parle à l'Organisation des Nations Unies, le problème n'est pas tranché. Puisqu'il y a 3 versions qui s'opposent, comment dirais-je, le Sahara espagnol devenant marocain. Deuxième version, le Sahara espagnol devient indépendant avec le peuple sahraoui. Troisième version, le Sahara espagnol devient une partie intégrante de l'Algérie. Et ce qu'a fait Donald Trump lors de sa première présidence, c'est qu'il a fait un geste absolument fondamental en termes diplomatiques, puisque les États-Unis sont encore la première puissance militaire mondiale en termes de... Oui, à peu près à égalité avec la Russie. Ils sont en avance sur certains points, ils sont en retard sur la Russie. Donald Trump a reconnu la marocanité du Sahara espagnol. En échange de quoi, ça faisait partie de l'accord, le gouvernement de Rabat, le gouvernement marocain, a reconnu l'État d'Israël.
C'est vraiment important à comprendre, hein, ce que je dis. Alors, évidemment, quand on vient à l'UPR, quand on vient m'écouter, c'est pas le conte de fées. Hein. Moi, c'est la réalité de la vie internationale, de la vie diplomatique et des enjeux de pouvoir qu'il y a derrière. La diplomatie française traditionnelle, depuis des décennies, avait justement veillé à ne pas prendre de position. Et j'ai déjà expliqué pourquoi. Je l'avais expliqué aussi d'ailleurs sur Israël 24 News, où j'ai été invité à plusieurs reprises. Je suis davantage invité sur Israël 24 News que sur les médias français. Et on m'avait demandé, j'avais parlé notamment du conflit israélo-palestinien. Mais je pourrais en dire pareil sur l'affaire du Sahara espagnol. Quelqu'un qui veut être chef d'État en France, il doit avoir quelques grandes données à l'esprit. Il y a en France, peut-être, je ne sais pas, on ne sait pas, les statistiques ethniques sont pas, mais il y a au moins 600 à 700 000 Français binationaux ressortissants du Maroc. Il y a à peu près 600 à 700 000, ou 500, entre 500 et 700 000, les statistiques sont différentes, juifs, français juifs. Et il y a au moins 1 million, 1 million 100, 1 million 200 000 Français binationaux franco-algériens. De telle sorte que, si on veut être un chef d'État, et comme je l'avais dit à Israël 24 News, il y a par ailleurs 5 à 6 millions de musulmans, dont peut-être 4 millions qui ne sont ni marocains ni algériens. Et puis en France, il y a 60 millions de Français qui ne sont ni marocains, ni d'origine marocaine, ni d'origine algérienne, ni juifs, ni musulmans. Il y a quand même 60 millions dont je fais partie. Si on veut être un chef d'État voulant assurer la paix civile, on doit se garder absolument d'envenimer la situation. On doit essayer de trouver un esprit de concorde, un esprit responsable. C'est la raison pour laquelle, pour ce qui me concerne, j'ai toujours veillé à ne pas me prononcer sur l'affaire du Sahara espagnol, parce que les passions sont à chaud, sont à vif. Et comme je l'ai dit, il y a plusieurs hypothèses de solution de ce conflit. Et puis fondamentalement, c'est pas le problème du peuple français de savoir à qui doit appartenir cette bande de terre. On n'a pas à se mêler de la planète entière. Occupons-nous déjà des problèmes des Français, ça sera déjà très bien. Donc, moi, je suis favorable, de la même façon que je l'ai dit sur le conflit israélo-palestinien. J'ai une position, l'UPR et moi-même avons une position originale, puisque nous disons qu'il faut faire œuvre de paix en essayant de respecter le droit international public. Et donc, la proposition que j'ai faite, je l'ai faite d'ailleurs sur Israël 24 News. Tout le monde a pu le constater. J'ai dit que la France, si elle veut être juste, elle doit reconnaître l'État palestinien. Il y a 130 pays dans le monde qui reconnaissent l'État palestinien. La France doit le reconnaître. Mais la France, je pense, doit être juste. Moi, je trouve que cette fiction de reconnaître Tel Aviv comme la capitale de l'État juif est absurde. Il faut vraiment, je sais pas, d'une ignorance crasse ou d'une mauvaise foi évidente pour nier ce fait historique évident, enfin que tout le monde connaît, historique et religieux, c'est que le point focal du monde juif, c'est Jérusalem. Donc là, je suis d'accord avec ce qu'a fait, une partie de ce qu'a fait Trump lorsqu'il avait reconnu Jérusalem comme capitale de l'État hébreu. Moi, je ne dis pas la même chose. Je dis qu'il faudrait qu'il y ait 2 États. C'est d'ailleurs la position officielle de l'Organisation des Nations Unies, qu'il y ait 2 États, un État juif, un État palestinien, et qu'on reconnaisse, la communauté internationale reconnaisse Jérusalem-Ouest comme capitale de l'État juif et arrêter la fiction de Tel Aviv, et reconnaisse Jérusalem-Est comme la capitale de l'État palestinien, puisque vous le savez, le gros problème, c'est l'affaire du mont du Temple, où vous avez le mur, qui est l'ancien mur du Temple de Salomon, qui est le fameux mur des Lamentations, qui est le point focal de la foi hébraïque, la foi juive depuis des millénaires, en fait.
Et puis au-dessus, vous avez l'esplanade des mosquées, d'où le prophète est censé être parti, monter au ciel et revenu sur son cheval, et qui est un des endroits, un des 3 lieux les plus sacro-saints de l'islam, avec la Mecque et avec Médine, là où est enterré le prophète de l'islam. Médinat al-Nabi, la cité du prophète, comme ça veut dire en arabe. Et donc, je proposais qu'il y ait entre les deux États une zone tampon qui soit avec des casques bleus pour assurer la paix. Voilà. Moi, c'est ça ce que j'ai apporté. J'essaie d'être juste. Voilà. Et malheureusement, la France est actuellement prise en otage, si l'on peut dire, par 2 factions à l'intérieur de la scène politique française, avec d'un côté l'extrême droite, et tout spécialement d'ailleurs Zemmour et Reconquête, et qui jette de l'huile sur le feu absolument constamment. Il y a quelqu'un qui s'est fait une spécialité, c'est M. Messia. Je vois les tweets de M. Jean Messia tous les jours. C'est des trucs anti-musulmans, anti-arabes. Tous les jours. C'est comme si c'était la seule et unique question qui se posait. Tous les jours. Mais de l'autre côté, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à LFI, vous avez des gens qui passent leur temps à jeter de l'huile sur le feu, avec des personnes comme Mme Rima Hassan qui passent leur temps à dénoncer constamment l'État juif et les juifs. Tout ça est très mauvais. J'ai reçu le général de Richouf, qu'on appelle le général des banlieues. Je l'ai reçu. On va sortir demain la vidéo. C'est un général qui a eu toute une carrière assez prestigieuse et qui a notamment été à la tête de la Légion étrangère et qui a terminé sa carrière comme adjoint au gouverneur militaire de Paris. Vous verrez. Et là, il s'est mis en tête d'essayer de trouver un problème à la solution des banlieues. Il faut bien comprendre que nous avons, mais tout le monde le sait, nous avons une situation qui est extrêmement grave dans un certain nombre de banlieues françaises, où vous avez ce communautarisme exacerbé qui est le fruit de ces partis politiques d'extrême droite ou d'extrême gauche. On a l'impression que leur objectif, c'est de parvenir à une guerre civile, en fait. Donc ce que je dis sur cette affaire algérienne, où il y a à boire et à manger dans les 2 camps. Voilà. C'est vrai que la France a commis des exactions en Algérie au long de la colonisation. Mais c'est vrai aussi qu'elle n'a pas fait que ça. Elle a aussi apporté des quantités de choses à ce pays. C'est vrai que les Algériens, de leur côté, ont subi le joug français, mais c'est vrai aussi qu'ils se complaisent, le gouvernement, le régime algérien se complaît depuis trop longtemps dans une espèce de dénonciation constante de la France, qui est devenue une espèce de bouc émissaire facile pour faire oublier quand même le fait que le système algérien n'est quand même pas très démocratique et que c'est quand même un... Enfin, je vais pas y parler ici du régime algérien, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire aussi. Et tout ça, tout le monde le sait, en fait. Hein. En fait, je dis ce qui devrait... Moi, je suis pour la libération de la parole. Donc moi, ce que je dis sur cette affaire algérienne, c'est que Macron a agi d'une façon absolument inconsciente. C'est un scandale. Il a décidé de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Comme Trump. Mais il l'a fait, sans doute, sous la pression du lobby pro-israélien. Du coup, il est sorti de cet équilibre fragile de la diplomatie française, parce que la diplomatie française doit toujours avoir à l'esprit les conséquences. On arrive toujours à ce fait qu'on a des dirigeants qui sont inconséquents, les conséquences que nos prises de positions internationales peuvent avoir en rétroaction sur la paix civile en France. Donc le résultat des courses, c'est que Macron, alors qui avait fait un voyage en Algérie absolument ridicule, le ton a monté et Macron a commencé à insulter en fait l'Algérie, les Algériens, en disant... Alors il y a eu l'affaire Boualem-Sansal, sur laquelle aussi, là, sur cette affaire, il y a beaucoup de non-dits sur M. Boualem-Sansal. C'est pas bien que cet homme soit arrêté, mais enfin il y est allé en connaissance de cause. Et puis on voit circuler des vidéos
où on voit que, en tant que citoyen algérien, il a quand même rencontré je ne sais pas quel responsable israélien, etc. Ce qui donne du carburant aux franco-algériens pour dire en fait c'est un traître à la nation, c'est très bien qu'il ait été arrêté. Tout ça, ça ne concerne pas, à mon avis, le peuple français. Tout ça, ça concerne les Marocains, les Algériens, les Sahraouis, l'État d'Israël, mais ça ne devrait pas concerner la France, qui devrait toujours essayer de veiller à la paix civile. C'est ça que je voulais dire. Et lorsque Macron, après que dit que l'Algérie se déshonore avec l'affaire Boualem machin, Boualem Sansal, je dis machin parce que je me rappelle plus de son nom, je crois que c'est Sansal, c'est pas bien. C'est pas bien. On sait que les Algériens sont un peuple fier, un peuple montagnard, c'est un peuple qui prend assez facilement la mouche. Les relations sont émaillées depuis l'indépendance par beaucoup de difficultés. Si on veut, comme je le souhaite personnellement, essayer de faire prévaloir la paix, la concorde en France entre les citoyens, le chef de l'État devrait avoir un langage extraordinairement prudent et mesuré, et pas un langage inconsidéré. Et l'idée de prendre ouvertement parti maintenant pour un camp contre l'autre peut peut-être nous valoir quelques contrats au Maroc, quoique le Maroc soit passé largement sous la coupe des États-Unis d'Amérique, notamment en matière d'armement, ce qui n'en demeure pas moins que nous avons et nous devons avoir d'excellentes relations avec la monarchie marocaine. Bien entendu. On doit au contraire on a des ressortissants au Maroc. Le Maroc est un pays magnifique, avec des gens tout à fait sympathiques. Mais il faut éviter de nous mettre dans cette affaire. Vous savez qu'actuellement, on ne peut plus passer du Maroc en Algérie par la route. Les frontières sont coupées. Et à tout instant, on pourrait avoir un débordement menant à une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Je signale aussi au passage que l'Algérie, depuis la partition du Soudan avec le Sud-Soudan, l'Algérie est devenue le pays le plus vaste de l'Afrique, qu'il a des ressources en hydrocarbures qui sont encore certainement en partie inexplorées et inconnues. Et je rappelle que l'Algérie, c'est quand même un pays qui s'est constitué et qui constitue une armée de plus en plus importante, notamment avec le soutien de la Russie. Il n'est pas raisonnable d'entrer en choc frontal avec l'Algérie, d'autant plus qu'il y a aussi beaucoup de franco-algériens et qui ont deux fidélités. Par leurs racines d'origine, parfois certains sont nés en Algérie, d'autres sont nés en France, et ils ont une fierté légitime dans leurs racines, mais ils sont aussi en France. Et ils en ont pris les us et coutumes. Alors certes, il y en a qui tiennent des propos absolument scandaleux, comme ceux qui ont été vus, et qui doivent être, à mon avis, châtiés. Mais vous ne pouvez pas exercer l'autorité de l'État, faire respecter l'autorité de l'État si vous n'êtes pas respectable. Je l'ai dit et je le répète ici. Moi, je dis ce que je pense être bien pour la France, pour mon pays, pour notre pays collectif. Et en particulier, il y a quelque chose auquel je tiens beaucoup. Je veux en profiter pour le redire, parce que je l'ai dit souvent et je le redis encore ici. L'UPR est le seul parti politique français à proposer de modifier la Constitution française dans ses articles du début pour préciser que la France est une république laïque, mais en y ajoutant un membre de phrase « république laïque de tradition chrétienne ». Et pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que je prends les problèmes à bras le corps. Un des problèmes les plus fondamentaux qui taraudent la société française et les Français, pas seulement d'ailleurs les Français de souche, comme on dit, dont je fais partie, moi,
mes ancêtres remontent à, je ne sais pas, on a remonté jusqu'au XVIIe siècle, mais aussi des Français plus récents. Ce qui taraude la société française, c'est de savoir, on ne sait pas ce que sera la France dans 20 ans. Et de surcroît, il y a ce problème de ce tsunami démographique, de ce tsunami migratoire avec la place de l'islam. C'est ça qui taraude la société française. Et moi, j'ai proposé une solution que je crois originale et qui devrait être l'objet de grands débats au niveau national. J'ai proposé que l'on tienne compte de la réalité. Comme disait Charles de Gaulle, il faut toujours partir des réalités en politique. La réalité, c'est quoi? C'est que les Français, d'une part, sont extrêmement attachés à la laïcité. La fameuse loi du petit père Comte de 1905, la séparation de l'État et des églises et de l'État, des églises, hein, pas seulement l'Église catholique, la séparation des églises et de l'État 1905, qui est en fait une tradition qui remonte à plus loin, ça remonte au début de la Régence, au XVIIIe siècle, où la France est un pays qui a commencé à se déchristianiser. Les Français de 2025 sont extrêmement attachés à la laïcité. Parce que les Français, en gros, c'est le peuple gaulois et assimilé, c'est-à-dire un peuple qui est très jaloux de sa liberté individuelle et qui n'entend pas qu'on l'ennuie, qu'on l'emmerde, comme disait Macron, dans sa sphère privée. Donc les Français sont un peuple, à mon avis, très tolérant, un des peuples, à mon avis, les plus tolérants du monde, parce que les Français admettent très bien qu'il y ait des catholiques, des protestants, des juifs, des musulmans sunnites, des musulmans chiites, des hindous, je ne sais pas, d'autres religions, des bouddhistes, pourquoi pas des shintoïstes pour les Japonais, ou bien des religions animistes pour un certain nombre de pays d'Afrique, etc. Mais aussi qu'il y ait des agnostiques et qu'il y ait aussi des athées militants. Les Français, ils admettent tout ça. Pareil d'ailleurs pour l'orientation sexuelle, etc. Les Français, ils admettent ça. Mais à une condition. C'est qu'on est tous une espèce de savoir-vivre en commun qui est qu'on n'impose pas, on ne met pas ses pieds sur la table, on ne s'impose pas aux autres. Voilà. On garde ça pour sa sphère privée. La France est une république laïque, il faut garder ça, ça fait partie de ce que sont devenus aujourd'hui les Français, c'est fondamental à conserver. Mais ce que je propose d'ajouter, c'est de tradition chrétienne. Et pourquoi je dis ça? Parce que je vois loin. Parce que les Français, ils sont laïcs, mais l'écrasante majorité des Français, y compris des Français qui ne sont pas catholiques ni même chrétiens, souhaitent que la France, comme disait De Gaulle, reste la France. De Gaulle, j'ai une médaille chez moi, c'est De Gaulle qui s'adresse aux Français, à toutes celles et à tous ceux qui veulent avant tout que la France reste la France. C'est-à-dire que les Français, pour eux, la France, c'est le pays qui a été façonné par 1500 ans de christianisme depuis le baptême de Clovis, de Carovègue, hein, ce franc. Et puis, les Français donc trouvent normal qu'il y ait l'église au centre des villages, qu'il y ait les cloches qui sonnent le dimanche. Les Français, ils considèrent comme normal de fêter les fêtes religieuses chrétiennes, Noël, Pâques, la Pentecôte, etc. Les Français considèrent normal qu'il n'y ait pas d'interdit alimentaire, qu'on mange du saucisson, qu'on mange du porc, qu'on boive de l'alcool. Les Français considèrent comme normal que la femme soit l'égale de l'homme. Ce n'est pas arrivé d'ailleurs si facilement que ça, mais enfin bon. Et on veut nous faire croire en France que ce seraient des valeurs républicaines. Non! Pour beaucoup d'entre elles, ce ne sont pas des valeurs républicaines, ce sont des valeurs chrétiennes. L'égalité de l'homme et de la femme, on le trouve si on va rechercher dans les évangiles. On en trouve fondamentalement le principe, comment dirais-je, la séparation du religieux et du temporel, la laïcité. On en trouve le principe dans la parabole du denier, hein, lorsque le Christ dit « rends à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». On a des républiques qui peuvent très bien être des républiques islamiques. Il y en a deux. Il y a la République islamique de Mauritanie, il y a la République islamique d'Iran. Et donc, pourquoi est-ce que je propose cela? Parce que je pense qu'il faut donner les moyens
juridique dans les années qui viennent si d'aventure il y avait des forces qui voulaient transformer la France en un État ultra-communautarisé, comme ce qui est en train de se produire au Royaume-Uni. Les Britanniques sont sur une situation explosive parce que c'est un pays ultra-communautariste. Les aristocrates se marient entre eux, etc. Mais aussi, moi, je me rappelle, j'étais allé il y a de nombreuses années déjà à Manchester, au nord, à Bolton, c'était Karachi, avec des mosquées, avec des minarets, etc. Il y avait énormément de femmes qui étaient habillées comme des femmes pakistanaises. Enfin, voilà. Et là, ça pose un véritable problème. C'est un problème qui a un risque d'explosion du pays, un risque de guerre civile. Hollande, président de la République française, n'a rien trouvé de mieux à dire qu'il allait falloir avoir une partition. Mais c'est dingue! C'est un président de la République, ça? C'est un chef d'État? C'est un minus? C'est quelqu'un qui ne prend pas à bras-le-corps le problème. Donc pour assurer la paix civile, je pense qu'il faut tenir compte des deux. Et donc, à partir du moment où on inscrirait dans la Constitution française ce principe d'un pays laïque de tradition chrétienne, ça voudrait dire que la religion chrétienne a un petit plus, un petit bonus, qui est que ça correspond à la tradition. Or, les musulmans sont les premiers à savoir ce que c'est que la tradition. En arabe, ça se dit sunna, hein, l'islam sunnite. La sunna, c'est la tradition. Pour beaucoup de peuples sémitiques, la tradition, c'est important. Bien, la France, elle a sa tradition. Sa tradition, c'est que c'est un pays qui a été forgé par 1500 ans de christianisme et notamment de catholicisme. Ça veut donc dire que si d'aventure, dans 5 ans, dans 10 ans, il y avait dans telle ou telle municipalité où se seraient infiltrés des frères musulmans, dont je rappelle qu'ils sont financés souvent par le Qatar, mais aussi par des intérêts venus d'outre-Atlantique, ne jamais l'oublier, ce que M. Zemmour, Mme Le Pen, M. Bardel ou Mme Knafo font semblant d'oublier. Eh bien, à ce moment-là, s'il y avait cette tentation-là, par exemple de construire des mosquées géantes avec des minarets, l'appel du muezzin, il faut donner au juge administratif le moyen juridique de s'y opposer. C'est-à-dire s'il y avait une association de riverains qui disait c'est pas possible, je suis né en France, je ne suis pas né au Pakistan, eh bien que le juge administratif puisse casser, par exemple, ce permis de construire. Parce qu'actuellement, nous n'avons pas ce moyen juridique. Et quand je dis ça, et je conclurai là-dessus, figurez-vous qu'à l'UPR, on a beaucoup de Français de toutes les origines, y compris des Français d'origine du Maghreb, y compris des musulmans. Eh bien, je peux vous dire que le discours que je tiens est un discours qui est accepté et approuvé par tout le monde, y compris beaucoup d'adhérents de l'UPR qui sont musulmans. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que d'abord, à partir du moment où la France est une république laïque, tout le monde a le droit d'exercer son culte. Mais, comme pour l'affaire de l'orientation sexuelle ou comme pour l'affaire du transgenre, etc., à condition de garder une certaine discrétion quand on est une religion minoritaire et qui est contraire à la tradition. C'est aussi simple que ça, c'est une question de savoir-vivre. C'est d'ailleurs ce que font les Juifs depuis très longtemps. C'est quand les Juifs, en France, vous avez des synagogues qui sont discrètes. Voilà, c'est pas des trucs, c'est discret. Les mosquées qui existent en France, il y en a de plus en plus. L'écrasante majorité des mosquées sont discrètes. Voilà. C'est une question de savoir-vivre. En revanche, comme je vous l'ai dit, il faut éviter une évolution à la britannique. Et les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui aime les civilisations étrangères. Et j'ai toujours dit que la France doit faire respecter son identité nationale, notamment avec cette modification de la Constitution. Et elle doit le faire d'autant plus qu'elle doit elle-même respecter l'identité nationale des autres pays du monde. Moi, je n'approuve pas le fait que la France passe son temps à donner des leçons aux autres pays du monde, notamment sur la façon dont ils doivent se comporter. Que l'on puisse regretter le statut de la femme en Iran, c'est une chose, moi aussi je le regrette. Mais c'est l'affaire des Iraniens. C'est pas l'affaire des Français. D'ailleurs, les reproches que l'on fait régulièrement à l'Iran
par exemple, sur ces questions, jamais vous ne les trouverez sur ce qui se passe en Arabie Saoudite ou au Bahreïn. Parce que là, ce sont des pays sous influence américaine. C'est-à-dire qu'il y a un deux poids, deux mesures permanent. Pour ce qui me concerne, je considère que la France n'a pas en permanence, elle a perdu, elle retrouverait du rayonnement moral si elle disait le droit, si elle arrêtait le deux poids, deux mesures. Et s'il y avait à la tête du pays quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un qui est honnête et sincère. Vous savez, dans toutes les grandes religions, il y a une figure que les fidèles n'aiment pas, c'est l'hypocrisie. C'est condamné dans le christianisme, c'est encore plus condamné dans l'islam, puisqu'il y a une sourate du Coran, je ne sais plus quel est le numéro exact, le 83, 87, quelque chose comme ça, qui s'appelle Al-Munafiqun. Ça veut dire les hypocrites. Et les Français qui m'écoutent, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, sunnites, chiites, etc., qu'ils soient athées, il y a une chose qu'ils ne peuvent pas me reprocher. Je ne suis pas hypocrite. Je dis le fond de ma pensée. Eh bien, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens en France qui attendent justement un responsable politique, qui va au fond des choses, comme le disait le général de Gaulle. Moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, je veux garder le pays de mes pères, ma patrie, le pays que j'ai hérité de 40 générations qu'ont fait la France. Je veux garder un pays qui est un pays laïque, où les gens se sentent en liberté. Et les gens peuvent avoir les opinions politiques, la religion qu'ils veulent, les attaches affectives qu'ils peuvent avoir avec les pays d'origine qui sont les leurs. Mais ils n'ont pas pour autant le droit d'imposer un changement de l'identité du pays. Et je considère que nous devons faire respecter ça, notamment avec cette modification. Eh bien, je peux vous dire, ça fait maintenant depuis plus de 2 ans que j'explique ça, je l'ai expliqué partout. Nous avons du soutien de beaucoup de Français, y compris beaucoup de Français musulmans, qui savent qu'ils sont en France et dont beaucoup d'entre eux n'ont pas forcément du tout, mais alors pas du tout, envie d'être dans un pays où sévirait la charia. C'est aussi simple que ça. Mais ils peuvent vouloir rester fidèles à une religion qui est celle de leurs ancêtres, de leurs parents, mais qui est une religion qui doit rester dans le cadre que j'ai ainsi décrit. Voilà, j'ai été très long sur ce sujet, je vous prie de m'en excuser, mais c'est un sujet qui est un des sujets les plus graves de la société française, et qui mérite qu'on aille au fond des choses, et que les Français sentent qu'ils ont à la tête du pays un chef d'État. Moi, si j'étais à la place de Macron, ça aurait été le jour et la nuit. J'en suis malade de voir que si j'avais été élu en 2017, c'est-à-dire si tous les médias m'avaient vanté comme ils ont vanté Macron, je peux vous dire que la France, elle n'en serait pas là où elle est. Là, Macron est en train de détruire notre pays et pire encore, de semer la zizanie, le conflit militaire avec des puissances, même la puissance militaire algérienne, pourquoi pas, et avec des banlieues qui peuvent brûler à tout instant. Au total, les Français doivent retrouver l'amour de la France, parce que c'est le point fondamental également. C'est que, comment voulez-vous que des populations venues des pays du sud de la Méditerranée se sentent bien en France lorsque vous avez un discours de dénigrement total de la France constamment dans nos élites et qui nous explique que nous n'avons pas d'autre solution que de fusionner avec la Finlande et l'Estonie, aller dans des banlieues françaises. Moi, j'avais fait campagne aux législatives 2007 à Aulnay-sous-Bois. J'ai fait 3 et quelques % des suffrages. Aller dans les banlieues françaises, aller regarder dans les écoles. Ils n'ont jamais vu un Estonien à l'horizon, ou un Slovaque, ou un Letton, ou un Finlandais. Jamais. En revanche, vous avez en Seine-Saint-Denis 180 nationalités, et vous avez énormément l'écrasante majorité des nationalités étrangères, des gens qui sont de nationalités étrangères, notamment dans les écoles, ce sont des gens qui viennent du sud de la Méditerranée. Donc on est dans un état schizophrénique. Et moi, ce que je veux, c'est que les Français, qu'ils soient anciens ou nouveaux, communient dans l'amour de la France. Et ça, on ne peut pas l'avoir avec un discours
de dénigrement absolument constant de la France. Le discours des européistes consiste à dire, c'est encore d'ailleurs le discours que s'est permis de tenir la porte-parole du gouvernement français aujourd'hui même. J'ai fait une petite vidéo que je sors demain sur le sujet, qui s'appelle Madame Primas, qui a expliqué qu'il n'y aurait pas de référendum organisé sur la sortie de l'Union européenne parce que de toute façon la France ne pourrait pas sortir de l'Union européenne parce que sinon on ne serait plus rien. Mais qu'est-ce que c'est que ce discours ? Qu'elle aille expliquer aux Suisses qu'ils ne sont plus rien. Qu'elle aille expliquer à, je ne sais pas, le même gouvernement qui nous explique, il y a 2 mois, que la France soutient l'indépendance du Liban. Le Liban est grand comme 80% de l'Île-de-France. Il y a un discours de dénigrement absolument permanent de la France qui ne serait plus bonne à rien sinon que de fusionner avec la Lettonie, tout ça pour complaire à l'oncle Sam. Lorsque Nicolas Sarkozy a dit « La France, aimez-la ou quittez-la », il l'aime, lui, la France ? Nicolas Sarkozy, dès qu'il avait 3 jours de vacances, il filait aux États-Unis. Lorsqu'il y a eu le sommet de la francophonie à Québec, il est parti au bout d'une journée pour aller voir George W. Bush dans sa villa là, de Kennerbunke, je sais pas quoi, du côté de la Nouvelle-Angleterre. On a des responsables politiques qui aiment la France pour ce qu'elle est ? Non. Donc pour qu'un État soit respecté, il faut qu'il soit respectable. Et pour que l'on aime la France, il faut qu'on ait des dirigeants qui aiment la France. De Gaulle, il aimait la France. Voilà. Macron, lui, quand il est arrivé, il a dit qu'il n'y avait pas de culture française. Terminé. C'était terminé. On a vu la suite des événements. Merci de m'avoir écouté.